de la matinée donc, est consacrée à la mission Sol. Et cette seconde session est organisée donc, en partenariat avec un projet européen qui s'intitule Nations. Vous aurez aussi par la suite une présentation donc, de ce projet européen, ainsi que d'un autre projet européen qui s'appelle Humus. Alors, je vais d'abord laisser la parole, donc à Christophe Schwartz, mon collègue du ministère de la Recherche, qui va vous faire une présentation générale donc, de la mission Sol. Oui, bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel mais aussi à distance. J'espère que la visio fonctionne bien, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Donc oui, je suis Christophe Schwartz, je suis chargé de mission sur les sols à la DGRI au service de la stratégie ici au ministère. Donc je suis comme mon prédécesseur qui a présenté la mission Océan, donc on est collègues dans le même service. Oui, j'entends quelques... C'est bien, ça marche, merci. Merci. Alors, voilà, donc on a préparé ensemble, les collègues ici présents, cette session destinée à la mission Sol. Donc moi, je vais simplement vous faire une présentation introductive pour pas mal de choses que vous connaissez déjà, mais c'est bien aussi de recadrer au départ un peu le contour de cette mission Sol. Et ensuite, les collègues rentreront dans les détails, approfondiront par rapport à différentes approches liées à cette mission Sol. Alors, effectivement, il y a un point très fort et central dans cette dynamique actuelle qui est autour déjà de la notion de santé des sols. Ça, c'est important, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez récent, finalement. On parle à la fois de qualité, mais aussi de santé des sols, et qu'une ambition très forte est de mettre en place 100 Living Lab, donc laboratoires vivants, et des phares, hein, des lighthouses, pour aller vers des sols sains à l'horizon 2030. Alors l'enjeu est très fort et on sait tous à quel point les sols sont importants, à la fois par les fonctions qu'ils assurent et par les services écosystémiques qui peuvent nous rendre. Alors, donc l'objectif et l'ambition de la mission Sol, c'est bien ça, c'est d'avoir 100 laboratoires vivants et sites de démonstration pour mener la transition vers des sols sains à l'horizon 2030, et ce qui suppose aussi, et certainement, une autre manière de travailler au sein de la communauté scientifique en lien, alors il n'y a pas que la communauté scientifique, en lien avec des acteurs, des opérateurs, des porteurs d'enjeux qui sont dans la société. Bon, très certainement, on a beaucoup de gens dans la communauté scientifique française sur les sols actuels qui font déjà ça sans le savoir. D'autres le font de manière, j'allais dire, labellisée. Et l'enjeu, c'est de drainer, d'associer de plus en plus de collègues de la communauté scientifique française qui travaillent sur les sols et autour des sols dans cette approche-là. Alors, il y a 8 grands objectifs qui sortent de là. Et vous allez retrouver les grands enjeux qu'on a autour des sols. Je vais les citer rapidement, autour de la désertification, bien sûr, les pertes de sol, les pertes de fonctions et de services rendus par les sols, la préservation des stocks de carbone. La fonction de stockage de carbone est essentielle, et on le sait bien, dans la régulation du climat global, et je citerai que le 4 pour 1000, mais il y a d'autres enjeux derrière ça. Mettre fin à l'imperméabilisation et accroître la réutilisation des sols urbains via ce que j'appelle le décèlement ou la désimperméabilisation. Donc là, c'est retrouver des fonctions, retrouver des services. L'imperméabilisation, c'est une des causes majeures de dégradation des sols en Europe et dans le monde. Et elle ne cesse de croître actuellement, mais on peut espérer avoir des résultats dans ce sens-là, dans le sens de la désimperméabilisation et de la renaturation des villes. Réduire la pollution des sols et promouvoir leur restauration. Donc ça, c'est des enjeux qui sont forts depuis plusieurs décennies, mais qui restent d'actualité. Prévenir l'érosion. Donc là, première cause de perte de sol et de dégradation des sols au niveau mondial. Améliorer la structure pour favoriser la biodiversité du sol. Donc là aussi, un point très, très, très fort, hein. Le sol n'est pas que physico-chimique, il est aussi vivant. Réduire l'empreinte mondiale de l'Europe sur les sols. Donc là aussi, on est sur le sol, ressources non renouvelables à préserver, et puis améliorer l'éducation de la société à la question des sols. Ça, c'est la prise de conscience. Je dis souvent, on respire de l'air, on boit de l'eau, mais on ne mange pas de sol. Mais je pense qu'il faut vraiment... on sait combien de temps on peut vivre sans air, on sait combien de temps on peut vivre sans eau, mais on ne sait pas combien de temps on peut vivre sans sol. Voilà, donc je pense qu'il y a des vrais enjeux d'amélioration de l'éducation de la société, mais aussi de formation
formation pour assurer les missions futures de gens formés au sol et qui devront accompagner la prise en compte des sols dans toutes les approches d'aménagement qu'on a sur nos territoires. Et bien sûr, ça a été dit tout à l'heure aussi pour la mission Océan, il y a une vraie recherche de cibles quantifiées avec des indicateurs mesurables. Ça, c'est des questions très fortes dans la communauté de sciences du sol. Et ces indicateurs sont nécessaires et il faut faire du tri aussi dans les indicateurs, à la fois physiques, chimiques et biologiques des sols, de la qualité des sols et de la santé des sols. Et ça va s'appliquer toutes ces approches et les travaux sur les sols à tous les types d'utilisation des sols. Et donc, on va du cœur de la forêt au cœur de la ville, en passant par les zones agricoles rurales, les zones périurbaines, voire des sites miniers ou industriels où il peut y avoir des sols, où on peut avoir aussi volonté de retrouver des sols. Alors, quelques éléments ici présentés sur l'implémentation de la mission. Il y a des axes qui sont forts. D'une part, les infrastructures et les plateformes de données, et puis des connaissances qui soient produites pour appuyer des pratiques de gestion, pour qu'il y ait des modèles d'entreprise, des technologies, etc. Donc, on est vraiment dans de l'innovation et du transfert de connaissances de la recherche vers l'opérationnel, si je puis dire. Les réseaux de sites d'essai, donc là, c'est central. On revient à cette notion de laboratoire vivant, j'allais dire d'une autre manière de faire de la recherche et d'avoir des sites de démonstration qui soient à la fois des sites d'acquisition de connaissances, mais aussi des vitrines et des sites de démonstration pour ceux qui gèrent. Donc, on est dans cette logique qu'on évoque parfois de connaître pour mieux gérer, hein. On peut aussi l'appeler comme ça. Donc, réseau de sites d'essai en conditions réelles, dans des conditions climatiques d'ailleurs qui peuvent être contrastées au niveau aussi bien français qu'européen, et transposition à grande échelle, donc changement d'échelle aussi, ça c'est extrêmement important, avec une nécessaire représentation équilibrée entre les régions. Il y a beaucoup de régions en Europe et en France aussi, et je pense qu'on vit aussi aujourd'hui y compris des contrastes climatiques dans ces différentes régions qui ont des influences sur le fonctionnement des sols et leur capacité à nous rendre des services. La surveillance des sols, donc là, on revient à la question des indicateurs, à l'observation, au résultat de l'observation des sols via des indicateurs, des mesures et tous les rapports sur la santé des sols à travers l'Europe. Et puis, donc, cette contribution à l'échelle européenne, à l'Observatoire européen des sols, c'est une condition indispensable pour prendre le pouls, j'allais dire, des sols et le niveau de santé de ces sols. Et puis, de la partie éducation au sol, communication, implication des citoyens, via la science participative en particulier, on peut citer ça, et la formation de différents groupes cibles et de conseillers en sol spécialisés. On a aujourd'hui la chance d'avoir au niveau européen, au niveau national, beaucoup de moyens pour travailler sur les sols. Les enjeux liés au sol sont bien connus, mais il va aussi falloir former des spécialistes et des experts qui puissent accompagner ce qui va se faire dans les territoires en termes de prise en compte des sols dans toutes les stratégies d'aménagement qu'on peut imaginer. Là, il y a un vrai enjeu, un enjeu fort. Pour simplement, on peut dire que les sciences du sol et la pédologie sont aujourd'hui décrétées comme discipline rare au niveau national en France, alors discipline rare en observation, ce qui montre bien qu'il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. On a besoin de compétences et d'expertise à l'avenir et il faut les former dès aujourd'hui. Alors, la mission sol est bien intégrée dans le Green Deal. Alors, avec des liens, hein, je pense qu'il y a une porosité avec d'autres approches au niveau européen. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce qu'il y a ici. La mission donc s'intègre, enfin, contribue aussi à la stratégie Farm to Fork, etc. Donc, je ne vais pas vous lire tous ces points-là. Je pense que c'est les choses que vous avez en tête. Et puis, on est vraiment dans des objectifs, donc 25% d'agriculture biologique jusqu'en 2030, réduire les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires en particulier de 50%, et ça c'est un point très fort aussi, réduire l'utilisation d'engrais minéraux, et puis la problématique des microplastiques qui émerge aussi et qui est très forte aujourd'hui, et puis la diminution d'émissions des gaz à effet de serre, et tout le rôle que peuvent jouer les sols aussi dans le stockage et la séquestration de ces gaz à effet de serre. Et puis, d'ici
2035, effectivement, l'Europe doit atteindre ses objectifs de neutralité en carbone, et puis ceci via des usages forestiers agricoles, mais je pense qu'on peut rajouter à ça les usages urbains des sols. En termes de calendrier, je vais essentiellement focaliser sur les derniers points qui sont en haut à droite de cette diapo, avec effectivement, et je le redis, la promotion des laboratoires vivants dans les États membres, avec un appel qui va être décrit plus en détail tout à l'heure, à remettre pour les propositions à remettre pour la fin de l'année, et un déploiement à partir de 2023, 2024, avec le lancement de la première vague des laboratoires, des Living Labs ou laboratoires vivants. Voilà, donc il y a, à côté de ça, toute une sensibilisation et un engagement vis-à-vis du Parlement européen, des synergies avec d'autres missions, il ne faut pas l'oublier. Il y a là aussi une porosité. On l'a avec la mission Océan, par exemple, hein. Et il y a un appel commun aux deux missions aussi. Et puis, tout ce que ça peut avoir comme répercussion en termes de coopération internationale, y compris au-delà des contours de l'Europe. La partie 2023 est sur un budget initialement prévu de 158 millions d'euros, pardon. Et puis, je vous redonne simplement les principaux appels de la mission Sol ici, que vous connaissez déjà. Donc, ouverture de l'appel le 17 janvier, et puis date limite de dépôt des dossiers de candidature le 20 septembre 2023 à 17 h. Je crois très précisément, c'est important Oui. à garder en tête. Le 17 h est très, très important. Ah, oui, oui. Avant 17 h, c'est mieux, et avant le 20 septembre, c'est encore mieux. Vous voyez ici, on retrouve les grands enjeux décrits tout à l'heure. Je ne vais pas les reprendre, avec en particulier l'appel 8 pour la co-création de solutions pour la santé des sols dans les Living Labs, et l'appel 9 sur la culture du carbone dans les laboratoires vivants. Et puis simplement aussi le fait qu'il y ait un programme de travail conjoint entre climat, océan, sol, sur deux appels plus spécifiques. Je vais m'arrêter là parce que je pense que le plus important, c'est qu'on rentre plus dans la profondeur des actions menées actuellement, et de l'appui qui peut être apporté aux actions qui vont être mises en place au niveau national avec des partenariats européens. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Christophe. Alors, avant de passer dans le vif du sujet concernant les Living Labs, etc., je vais juste faire un petit point sur l'actualité de la mission Sol, parce qu'il y a des choses importantes qui vont bientôt se passer. Alors, la mission Sol va lancer sa déclaration. Et si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la charte de la mission Océan et Eau, dont on a parlé précédemment. Donc, cette déclaration ou charte va être lancée le 18 avril 2023. Et donc, le lancement de cette charte s'inscrit dans le cadre de la protection, bien sûr, des sols. Et la protection des sols, donc, c'est une entreprise sociétale. Et la mission, donc, ce n'est pas simplement un outil de financement, mais c'est aussi donc une campagne auprès de la société. Il est nécessaire vraiment d'accroître l'engagement sociétal. Donc la déclaration, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un document non contraignant sur le plan juridique, pour formaliser donc la participation des acteurs et des citoyens, et pour appuyer donc les activités de la mission. Donc la déclaration va aider la Commission européenne donc à impliquer les acteurs de la mission, et cette déclaration donc permettra de créer une communauté qui va s'efforcer d'atteindre un but commun, c'est-à-dire les objectifs de la mission. La déclaration permettra aussi de cartographier les acteurs et tous les appuis, tous les soutiens, et elle permettra aussi donc d'aider la mission donc à s'engager avec la société à différents niveaux, national, européen, local, etc. Alors, à qui s'adresse cette déclaration et qu'apporte-t-elle donc aux signataires? Donc, elle s'adresse aux autorités locales, aux autorités régionales, dans les États membres et dans les pays associés. Elle s'adresse aussi au secteur privé, donc aux PME, aux instituts de recherche, aux écoles, aux universités, aux ONG et à toute autre entité légale. Elle s'adresse aussi donc aux personnes, aux individus, dans tous les domaines, avec toutes sortes de profils.
Alors, quels sont maintenant les bénéfices d'une adhésion donc à cette charte? Donc, les signataires, ça répond aussi à une question qui a été posée précédemment sur la mission Océan et Eau. Donc, les signataires vont faire partie intégrante d'une communauté de pratique, donc gérée par la mission. La déclaration donc permettra une visibilité comme membre de la communauté gérée par la mission. L'adhésion donc à la charte permettra d'accéder donc aux activités d'échange de connaissances gérées par la mission. Elle permettra aussi de participer donc à une foire au sol annuelle. C'est un peu comme le forum de la mission Océan. Donc pour stimuler donc les échanges et faire le point sur les progrès accomplis pour atteindre donc les objectifs de la mission. Alors comment soutenir maintenant comment soutenir la mission? Donc la déclaration sera disponible le 18 avril, donc je pense sur le site de la Commission européenne, je pense, donc comme pour la mission, Océan et Eau. Donc il faudra diffuser donc largement, cette déclaration et encourager donc, à la signer. Ensuite, la Commission européenne nous demande donc de communiquer au secrétariat de la mission qui sont les potentiels signataires, donc quelles sont les organisations clés, les groupes, les sociétés dont les actions donc, pourront aider à atteindre la réalisation des objectifs de la mission. Et donc, comme précédemment, comme pour la mission Océan et Eau, la Commission européenne donc, nous demande de recenser et de collecter donc, toutes les actions au niveau local, national, visant à mettre en œuvre la mission. Donc, on pense à élaborer une fiche action, comme pour la mission Océan et Eau. Donc, on va lancer un peu l'opération donc, avec les ministères partenaires. Et donc, notamment le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour élaborer donc cette fiche action qui nous permettra de recenser toutes les actions. Donc voilà pour les actualités. Ah oui, j'ai oublié. Donc le JRC, donc c'est le Joint Research Center. Donc il est rattaché ce centre à la Commission européenne, il est géré par la Commission européenne. Donc, il siège à ISPRA et ce JRC donc, a développé un site sur les sols extrêmement bien fait. Je vous ai mis le lien. Et donc, vous avez, par exemple, vous cliquez sur la France et donc, vous cliquez, par exemple, sur le nord de la France. Vous allez avoir des indicateurs, la qualité des sols, etc. C'est extrêmement bien fait. Bon, je n'ai pas le temps de détailler. Allez voir sur le site, c'est vraiment bien fait. Et puis ensuite, à partir de juin 2023, il va y avoir la mise en place d'une plateforme pour la mise en œuvre de la mission Sol. Et donc, on pourra saisir les actions, etc. C'est un petit peu l'équivalent de ce qui se fait pour la mission Océan et Sol. Océan et Eau, pardon. Voilà. Donc, à présent, je vais donner la parole à Flavien, donc de l'ACTA, qui va nous présenter donc la CSA PrepSoil. Alors, je vais juste, si tu veux, je ne sais pas, commencer un petit peu, je vais chercher la présentation. Oui, bon. Alors, du coup, Flavien Poinceau, je travaille donc à l'ACTA et ma principale mission, c'est d'animer le RNES, donc Réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols. Donc, je vous dis ça puisque c'est essentiellement au titre de l'animation du RNES qu'on s'est impliqué dans le projet PrepSoil. Ce projet-là, c'est une CSA, comme le disait Valérie, qui a été financée suite à l'appel à projet. C'était le premier appel à projet, si ma mémoire est bonne, lancé dans le cadre de la mission Sol en 2021. Et qui cherche à préparer un peu le terrain pour la mission. Alors, du coup, ça, c'est la dernière. Ah, ça bouge. Ah oui, pour le plein écran? Si. Et puis pour bouger les diapos. Si. C'est bon, ça. Ah oui, d'accord. Donc, Peut-être réduire la fenêtre. ouais. Voilà, ok. Donc, CSA PrepSoil, préparer le terrain pour la mission Sol. Il est coordonné par l'université d'Aarhus, donc, et plus précisément par Nils Albert, qui est aussi le coordinateur du projet Nations, qui vous sera présenté tout à l'heure. Le projet va durer 3 ans et il a démarré en juillet dernier, en juillet 2022.
On a ici, vous voyez, en vert, les pays dans lesquels sont localisés les membres du consortium. Il y a 18 partenaires et une partie affiliée, et puis un partenaire un peu particulier qui est le JRC, dont vient de parler Valérie. Donc, à travers ce consortium-là, on couvre les pays en vert, mais on a aussi un certain nombre d'associations transeuropéennes qui, à travers leurs adhérents ou leurs membres, nous permettent d'avoir aussi des contacts dans les pays en gris. Donc, on couvre ainsi l'essentiel de l'Union européenne et puis plusieurs pays associés. Peut-être me mettre de fond, je ne sais pas si je webcam pour les gens en ligne. Ah oui, et pardon, le cadre rouge, c'est juste pour rappeler qu'en France, on a 2 partenaires qui sont impliqués dans PrepSoil, l'ACTA et INRAE. En termes d'activité et d'objectifs, donc l'objectif principal, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, c'est vraiment de faciliter le déploiement de la mission, plus précisément le déploiement de la mission dans les régions européennes. Donc pour ça, on va avoir des activités qui touchent un petit peu aux 4 blocs que vous a présenté Christophe. Alors un peu moins les actions de recherche-innovation, puisque c'est une CSA. Et on a pas mal d'actions en lien avec l'objectif spécifique 8, qui est de renforcer l'éducation au sol dans la société. Concrètement, ça va se traduire par un certain nombre d'actions en lien avec l'identification et la gestion des parties prenantes et l'élargissement du concept de National Hubs, qui est un concept qui a été mis en place dans le cadre de l'EJP Sol, centré à ce moment-là plutôt sur les enjeux sol agricoles. L'idée, ça va être d'élargir ça à tous les usages et puis d'impulser le développement de National Hubs dans les pays qui n'en ont pas encore. En vert, ensuite, vous voyez des actions un peu piliers de PrepSoil, donc un travail sur l'évaluation des besoins sols dans 21 régions d'Europe, un travail sur la consolidation du cadre de surveillance des sols proposé par la mission, toute une réflexion aussi sur le concept de Living Lab et la co-conception de modèles un peu de fonctionnement qui pourront servir aux potentiels porteurs, et puis la mise en place d'une plateforme web qui se veut à la fois un centre de ressources et un lieu d'échange. Donc ces activités-là, et puis les activités de PrepSoil en général, vont permettre de sensibiliser et d'améliorer la connaissance des sols et la connaissance des enjeux associés au sol parmi les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes non académiques, les citoyens, les gestionnaires des sols agricoles, urbains, les décideurs, les conseillers. Et l'objectif, c'est aussi de favoriser les interactions entre acteurs, avec en particulier 2 actions qui vont chercher à proposer des stratégies, ou en tout cas des recommandations sur la mise en place d'interfaces sciences politiques dans les territoires et au niveau national, et puis sur le renforcement des pratiques de co-apprentissage entre professionnels. Donc voilà, en quelques mots, le projet PrepSoil, c'est ça. Donc maintenant, ça va faire un peu catalogue, mais je vais quand même vous donner quelques détails sur les briques, les éléments en vert sur ce schéma-là. Donc, pour commencer, le travail autour de l'évaluation des besoins sols et des facteurs de changement dans 21 régions d'Europe, ces régions-là, elles se veulent représentatives des contextes pédoclimatiques, des enjeux et bien sûr des usages des sols qu'on peut trouver en Europe. Donc, je vous ai les cités, agricoles, forestiers, naturels, urbains, industriels et post-industriels, et puis des territoires dits mixtes, puisqu'ils vont adresser une combinaison d'usages. Donc, ce travail-là, il va permettre d'identifier des actions prioritaires qui pourraient être menées au sein des Living Labs. Et puis, il faut le voir un peu comme des cas pilotes, en tout cas des exemples d'application de cette méthode d'évaluation que je ne vais pas détailler là tout de suite. On pourra en reparler si vous voulez. Cette méthode, donc, elle va être partagée pour que les acteurs qui le souhaitent puissent s'en emparer, avec l'idée de généraliser cet effort d'évaluation dans les autres régions d'Europe. Et donc, il y a un événement européen qui est prévu en fin d'année, donc fin novembre, il faut encore caler la date, mais a priori le 22 ou le 23 novembre, où ce travail-là sera présenté. C'est une question de chat et je pense que c'est pertinent. Sur les 21 régions d'Europe, est-ce qu'il y a des régions françaises? Eh bien, c'est la diapo qui suit. Donc, les partenaires, ce sont effectivement un certain nombre de partenaires ont réfléchi aux enjeux à sélectionner et puis comment les répartir au sein du consortium, au sein de l'Union européenne. En France, on a été sollicité pour travailler sur 2 enjeux. Un premier enjeu qui est le rôle des sols et de leur bonne gestion dans le développement d'une filière vitivinicole durable, et on travaille pour ça avec le vignoble bordelais. Et un second enjeu sur la conciliation entre préservation des sols et activités touristiques dans un territoire de montagne, en tenant compte bien sûr des activités agricoles et de conservation des espaces naturels qui se trouvent dans le territoire. Donc pour ça, on travaille avec la plateforme du Lotaret-Oisan dans les Alpes.
Donc, sur cet aspect-là, l'ACTA, c'est l'ACTA qui travaille sur cette évaluation des besoins dans ces différentes régions. L'autre bloc dont je vous avais parlé, c'était un travail sur la consolidation du cadre de surveillance des sols proposé dans la mission. En fait, ce thème-là, il fait l'objet d'un work package qui est piloté par INRAE et il va être divisé en 3 grands sujets. Un premier sujet qui est analyser les connaissances disponibles et donc plus concrètement évaluer s'il est possible d'élargir les résultats qui sont disponibles ou qui vont venir sur certains usages, donc en particulier ce qui va être produit dans le cadre de l'EJP Soil, est-ce qu'on peut élargir ou non ces résultats-là à d'autres usages? Le second sujet, c'est l'évaluation de la possibilité de mobiliser certaines techniques, donc la télédétection et les sciences participatives, l'observation citoyenne, dans des dispositifs de surveillance des sols. Et enfin, il y aura tout un travail pour définir les besoins en formation et initier un premier effort de renforcement des compétences à destination des acteurs impliqués dans le suivi des indicateurs de la santé des sols. Et donc, je vous ai mis, pour rappel, les 8 indicateurs proposés dans le plan d'implémentation. Bon, je les ai laissés en anglais, désolé. L'idée, c'est juste de dire que c'est là-dessus que se basera Prepsol, puisqu'il y a d'autres projets qui sont financés pour vraiment travailler sur le fond de ces indicateurs-là, les référentiels, les seuils, etc., pour interpréter ces indicateurs. Donc, ce sera traité ailleurs que dans Prepsol, ces éléments. Bon, rapidement sur la plateforme numérique, hein, c'est donc un centre de ressources multilingue. Donc, on cherche quand même à avoir des ressources dans différentes langues, puisque ça nous semble important pour vraiment disséminer au maximum les connaissances et puis notamment les productions qui seront faites dans Prepsoil. C'est une plateforme qui se veut aussi un outil de mise en réseau, notamment avec des forums virtuels. Une chaîne avec des vidéos d'interviews d'acteurs, alors de communautés de pratique, donc finalement des groupes d'acteurs dans les territoires qui mettent en place certaines pratiques pour traiter des sujets de problématiques en lien avec leur sol. Et enfin, tout un ensemble de matériel pédagogique, d'exemples de bonnes pratiques en termes d'éducation au sol, plutôt pour les publics jeunes, donc primaire, collège, lycée, mais aussi les lycées agricoles, professionnels et dans une certaine mesure les centres de formation. Et enfin, la question des Living Labs. Donc, dans Prepsol, il y a toute une réflexion autour du concept, du cadre conceptuel sur les Living Labs et au sens de la mission et les spécificités que les Living Labs sur la santé des sols peuvent avoir. Donc, Muriel Mampigny parlera de ça un peu plus en détail juste après. Une proposition aussi d'une cartographie de Living Lab et de Lighthouse européens. Donc par catégorie, Living Lab agricole, urbain, etc. Actuellement, il y a une carte disponible en ligne. C'est la carte qui a été réalisée dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle le projet Soil Mission Support, SMS. Donc, c'est des initiatives qui ont été relevées. À noter quand même qu'elles ne correspondent pas toutes aux critères attendus par la mission. C'est un point de vigilance quand même important à avoir. Et enfin, il y a tout un travail de co-conception, de modèles de fonctionnement, donc de business model au sens large, modèle économique, modèle de gouvernance, pour les Living Labs qui tiennent compte de la diversité des Living Labs qu'on peut avoir et de la diversité des contextes socio-économiques dans lesquels ils peuvent évoluer. Donc une sorte un peu de catalogue dans lesquels les potentiels porteurs pourront aller piocher pour s'inspirer et construire, optimiser un peu le fonctionnement de leur Living Lab. Voilà, donc je ne sais pas s'il reste du temps, mais dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, éventuellement, je vous redirigerai au besoin vers les personnes d'INRAE qui s'occupent de ça, donc Muriel Mambrini et Pierre Renaud en particulier. Voilà. Merci beaucoup, Flavien. Je vais télécharger la présentation de Muriel. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser. J'avais juste une question. Voilà, en attendant. Sur la carto, est-ce qu'il est possible de faire remonter d'une façon ou d'une autre des Living Labs ou des projets pour les intégrer dans la carto de Prepsol? Oui, on est même preneur. Oui, je rappelle les amis. Là, pardon. Excuse-moi, c'est dans les gens connectés dans ton. Donc oui, on est même preneur de ça. On a un formulaire Prepsol en ligne. Après, vous pouvez aussi nous contacter, nous, directement, et puis on les fera remonter. Super. C'est la réunion. Il suffit d'aller sur le site web de Prepsol et vous trouverez en fait la possibilité de déclarer. Je parle fort pour le micro. Une autre question, les travaux sur les indicateurs. Quels sont les projets?
Alors, il y a dans les, je ne les ai pas tous en tête, il y a tout le travail de l'EJP Soil qui va s'intéresser aux indicateurs plutôt sol agricole. Sur les indicateurs forestiers, je pense que Holy Soil va aussi traiter le sujet. Et puis après, dans le cadre de la mission, il y a le projet Benchmark qui va démarrer, enfin, qui a démarré là. Le 1er janvier, qui traite de l'ensemble de la couverture pédologique, y compris Le projet Solo, effectivement, aussi. En fait, sur tous les Puis sols. il y a le projet AI for Solence, où là, c'est peut-être un peu moins les indicateurs, c'est d'interprétation, mais c'est plus sur les aspects dispositifs digital pour le suivi. On peut améliorer le suivi des indicateurs via l'intelligence artificielle. Ce sont des projets tout nouveaux. Oui, il démarre là. Quoi. J'ai mis le lien dans le chat. Formulez-vous. Est-ce que la CSA envisage de promouvoir, par exemple, l'organisation d'Ernest, qui est quand même un peu originale et qui a quand même d'existence? Pas du tout. C'est un peu dans ce sens-là où on a rejoint le projet PrepSol, puisque tout le travail autour des National Hubs, l'ACTA est impliqué dedans, c'est une tâche qui est pilotée par l'ACTA. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, alors, il y a aussi ce qui a été fait pour Ernest. Il y a des directives qui ont été formalisées par notre partenaire norvégien Nibio. Et donc, dedans, en exemple, effectivement, il cite le Ernest. Je vous explique un petit peu comment ça a été mis en place. Et puis, voilà le bilan qu'on en fait. Peut-être comme ça a été dit tout à l'heure aussi, par rapport aux différents groupes miroirs et hubs, etc. Je pense qu'il y a une volonté aussi aujourd'hui au ministère et en interaction avec différents réseaux dont Ernest, de mettre en place un groupe miroir qui soit, qui soit pas quelque chose de neuf, mais qui se fonde sur les réseaux déjà existants, en mobilisant une bonne représentation des acteurs via leurs organismes. Et donc là, c'est un travail qu'on est en train de faire en interaction avec Ernest, Trissol, RMT sur les territoires, etc. Voilà, je peux en citer que quelques-uns. Et donc c'est en cours et l'idée est effectivement de ne pas recréer un nouveau groupe, mais de se fonder justement sur des groupes qui ont déjà des expériences de travail en commun et qui sont déjà très représentatifs de la communauté scientifique française. Mais au-delà de ça aussi d'entreprises, puisqu'on parle de Lean Lab et de collectivités par exemple au niveau national, et de constituer le plus rapidement possible ce groupe. Ernest, c'est quand même très particulier, parce qu'il y a non seulement tous les organismes, il y a un peu du DB, il y a quand même une collectivité, mais avec le SSTI, c'est-à-dire avec le comité scientifique qui est technique, c'est quand même un système un peu particulier. Et vraiment, ça, avec des acteurs, notamment, je me souviens, il y avait dans le SSTI, il y avait des profs du collège et du lycée, c'est quand même assez novateur et inspirant, j'imagine, au niveau européen. Il faut à la fois qu'on s'appuie sur le CSTI, que je connais bien par ailleurs, parce que j'en ai tellement, maintenant j'y suis plus, je suis passé par secrétaire exécutif, mais effectivement je connais bien le dispositif et Flavien le connaît encore mieux que moi. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas réinventer quelque chose de neuf, il faut se fonder sur ce qui fonctionne déjà bien et qui a déjà été construit dans cette optique-là, mais tout en étant aussi conscient qu'on peut le faire progresser encore, peut-être le rendre encore plus représentatif de la communauté nationale. Mais ça, on a des réunions prévues très bientôt, d'ailleurs, en interaction entre Ernest et moi, et puis l'autre, hein, progressivement. C'est tout à fait juste, Ernest est un exemple. Alors, juste, je vais faire un tout petit résumé pour les personnes en ligne qui ne peuvent pas entendre ce qu'il dit ici dans la salle. Donc, on est en train de parler d'un groupe miroir qui va voir le jour sur les sols. Donc, il va prendre appui un petit peu sur Ernest, le GIST-SOL, etc. Et donc, on va bientôt le constituer. Alors, à présent, je vais donner la parole à Muriel Mambrini, qui nous a fait l'honneur de participer à ce GTN. Merci encore, Muriel. Et donc, bah, voilà, elle va se présenter. Et voilà. C'est pas un honneur, hein, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Je suis vraiment très heureuse d'être là, en plus physiquement avec vous et aussi à distance. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour participer au Mission Board, donc au conseil de la mission A Soil Deal for Europe.
J'ai commencé mon travail auprès d'eux depuis juste 3 ou 4 mois. Ça a démarré il n'y a pas très longtemps. Et également, en fait, je participe au projet Prepsol. Je suis directrice de recherche à INRAE et je me suis impliquée depuis 2018 à aller travailler sur que font ces laboratoires vivants dans notre paysage, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire pour pouvoir engager les transitions. Et en particulier, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la transformation des pratiques de recherche et des partenariats en termes d'innovation, et je le fais au niveau de la direction générale de l'INRAE. Et donc, du coup, je suis arrivée à la mission SOL avec cette compétence sur les laboratoires vivants. Et je découvre un travail qui est impressionnant de concertation entre les différentes directions générales, incluant aussi l'organe d'évaluation des projets et qui cherche véritablement à se mettre en synergie. Et vous avez vu aussi les synergies entre les différentes missions. Ça opère des synergies entre les différentes directions générales, des synergies avec l'évaluation et des synergies en fait avec les pays membres. Et c'est vraiment cette orientation que veulent avoir les missions, quelle qu'elle soit. Donc en fait, A Soil Deal for Europe, c'est la 5e mission, je dirais, qui a été sélectionnée par la Commission et par le Parlement. C'est la dernière qui a été établie. Elle est toute jeune et elle va être évaluée au même titre que les autres missions. Donc, tout ce qui vous a été présenté précédemment, il va y avoir une déclaration à signer. C'est essentiel que vous puissiez la transmettre. C'est essentiel qu'elle puisse être signée par un grand nombre de personnes, de parties prenantes, parce que cela démontrera en fait les effets qu'a déjà eu la mission sur notre considération des sols, de la santé des sols, et notre manière de pouvoir rendre visible ce qu'on a toujours considéré comme invisible. C'est essentiel. Alors c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, c'est important de s'appuyer sur l'existant, mais cet existant, il doit considérer encore mieux ce que l'on ne voyait pas. Et travailler sur les sols, c'est aussi travailler sur des changements de pratiques, c'est aussi travailler sur défaire ce que l'on faisait, c'est travailler sur des choses que l'on faisait et qu'on ne doit plus faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est essentiel de véhiculer en fait les messages de la Commission. Et c'est également essentiel de faire valoir ce qu'a permis la mission déjà. Et je pense que tous les projets que vous voyez, tout ce développement, toute cette manière d'être concerné sur les sols est aussi lié à la mission. Et de le faire savoir à tous les niveaux, et en particulier si vous connaissez des députés européens, si vous connaissez des députés, c'est extrêmement intéressant et important de faire valoir ce qui se passe avec la mission. Parce que quand elle va être évaluée, ensuite, c'est le Parlement qui décidera de la poursuite ou pas. Et comme elle est jeune, il va falloir pouvoir mettre en avant, en fait, d'autres formes d'effets que les effets classiques. Et les effets, c'est sur les projets, c'est sur la dynamique, c'est sur les dynamiques que vous discutez, qu'on discute à l'intérieur des pays, et sur le fait d'être concerné par cette question des sols. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus. Je vous ai préparé pas mal de diapos. Je vais passer pas mal sur un grand nombre, puisqu'après, je vais me centrer sur les laboratoires vivants, comme me l'a demandé Valérie. Mais il me semblait que c'était des messages importants à partager pour bien situer cette mission. Et ce que ça signifie. Donc là, c'est des éléments que vous connaissez déjà. Ce que je veux dire, c'est que le conseil de la mission, de Mission Board, le précédent, a vraiment fait un travail pour pouvoir poser le cadre. Aujourd'hui, on passe dans l'opérationnel. Et je pense que vous avez vu avec le foisonnement des appels sur les sols que là, on entre dans l'opérationnalisation. Mais ce cadre est extrêmement intéressant. Et ce cadre, il se pose en fait dans un grand schéma général qui permet en fait de combiner des éléments de stratégie, des éléments d'évolution de la régulation pour considérer mieux les sols en fait. Et il y a la loi sur la santé des sols qui va être publiée là-dessus. Mais aussi un travail, et comme on le disait, de référencement, d'identification, de suivi de l'amélioration de la santé des sols avec le développement de l'Observatoire européen des sols dans lequel le JRC est particulièrement impliqué. Et la mission sol permet en fait
de renforcer aussi tout le travail de mise en œuvre des connaissances, de mise en valeur des pratiques, de développement et de changement des pratiques. Et c'est pour cette raison, en fait, que la partie opérationnelle s'est beaucoup centralisée ou s'est beaucoup focalisée sur les laboratoires vivants qui sont vraiment une clé pour pouvoir entraîner ces changements. Je le rappelle, en fait, Christophe Schwartz. Christophe, là, vraiment, j'avais envie de t'enregistrer, Christophe, parce que si j'avais quelque chose à dire, j'aimerais le dire de la même manière sur les sols. Ah ouais, ouais. Ce cadre, et c'est un cadre commun qui a été vraiment véritablement travaillé de manière très fine par le conseil précédent. Ce sont 8 objectifs spécifiques qu'a rappelé Christophe. Et donc, vous les voyez sur la gauche de ma diapositive là. Et 4 blocs de construction. 8 objectifs spécifiques, 4 blocs de construction. Ça permet de situer en fait l'ensemble des initiatives. Il y a des questions? Apparemment, ils voient en mode présentateur les participants. En fait, ils le voient avec... Comment qu'on fait? Je ne sais pas si c'est possible de rectifier. Ah oui, donc c'est tout petit pour eux. Comme c'est tout c'est pas tout petit pour vous. Je sais pas si... Non, pour nous, c'est bon. Mais, justement, en fait, c'est parce que comme... Est-ce que comme ça, c'est mieux? Non, non, c'est... Vous voyez dans Teams, vous allez modifier le partage d'écran, en fait. Je laisse. Enfin, le diaporama, peut-être? Non, non, c'est pas ça. Donc juste, le cadre, c'est 8 objectifs spécifiques, 4 blocs de building blocks, 4 blocs de construction opérationnelle, et parmi lesquels, en fait, et je le rappelle, il y a la connaissance, une meilleure connaissance des sols au niveau de la société pour pouvoir entraîner les changements. Il y a la capacité à avoir des références sur l'amélioration de la qualité des sols. Ça marche? Oui, c'est bon, là, c'est tout bon. Et je laisse comme ça? Oui, là, c'est bon. Parce qu'il... Ah oui, OK. Hop. La surveillance des sols, le programme de recherche-innovation et un centrage sur les laboratoires vivants et les phares, comme l'a dit Christophe. Et c'est là où je voudrais aller plus en détail avec vous, puisque c'est vraiment clé. J'ai préparé des diapositives qui seront à disposition. Je ne vais pas les passer tout en détail, mais c'est simplement pour dire que les connaissances sont à disposition si besoin était. Alors, je vais faire comme ça, parce que sinon, ça ne passe pas. J'espère que ça va passer aussi. Ça passe. Là, on est sur... Mais eux, j'espère que ça passe aussi. Ouais, parce que sur mon... Je vérifie en live. OK, super. Alors là, je vais reprendre ce qu'il y a dans l'appel à projet et je vais focaliser sur les particularités de l'appel à projet pour pouvoir les mettre en fait dans le cadre général et générique que l'on connaît des laboratoires vivants. Comme ça permet de situer par rapport aux connaissances, par rapport à ce qu'on sait, par rapport aux différentes initiatives qu'on connaît. Donc, selon la Commission européenne et dans le cadre de cet appel à projet, les laboratoires vivants sont évidemment essentiels pour la mission, mais ce sont, et ça c'est une définition qui est propre à la Commission européenne, mais qui fait appel en fait aux grands principes que l'on connaît des laboratoires vivants, et on verra. Ce sont des sites réels dans des zones urbaines et rurales où des personnes de secteurs très différents et avec des origines avec un E très différentes expérimentent et testent des solutions de manière créative. Et tous les mots comptent, puisqu'en fait, ça réfère en fait au principe que je rappellerai tout à l'heure de travail des laboratoires vivants. La particularité de cet appel, c'est que chaque laboratoire vivant est composé de plusieurs sites, ce qui n'est pas le cas de tous les laboratoires vivants que l'on connaît. Donc ça, c'est une particularité. Et de partenaires travaillant ensemble au niveau régional ou subrégional. Le choix des partenaires, en particulier si on veut travailler sur les sols, est essentiel. Et le choix a priori des partenaires est essentiel pour pouvoir les développer. Et après, la Commission nous dit des critères spécifiques ont été développés pour que les laboratoires vivants conçus pour la mission, il y a un S à conçu, pardon, aient des approches communes et que les données et expériences soient compatibles. Et donc, c'est là-dessus qu'on va insister sur la suite pour voir quels sont les caractères spécifiques qui sont attendus par la mission.
Ensuite, les phares sont des sites partageant des performances exemplaires, comme le disait Christophe, au regard de certaines pratiques. Ils peuvent être monosites, ça peut être une exploitation, ça peut mais ça met en scène des bonnes pratiques et c'est des lieux de démonstration, mais aussi de formation et de communication pour remplir aussi l'objectif de renforcer la formation aussi au sein de la société. Et donc, en fait, dans les caractéristiques que la Commission met en avant sur ces laboratoires vivants et ces phares, ce sont des innovations centrées sur l'usager, qui est l'apanage des laboratoires vivants, avec des acteurs multiples engagés, qui est aussi l'apanage des laboratoires vivants, situés, place-based en anglais, donc locaux, qui inclut en fait une diversité de sciences et en particulier amène à bord les sciences sociales et comportementales aussi, et où à l'intérieur de ces dispositifs, il y a des relations créatives et qui en fait se portent sur un ensemble systémique qui va jusqu'au niveau du paysage. Voilà les caractéristiques de ces laboratoires vivants, selon la Commission. Alors, pour pouvoir développer ça, la Commission met les moyens, c'est-à-dire qu'elle développe en fait des actions, et on l'a vu, Christophe nous l'a montré, c'est progressif. Et dans la progressivité, il y a eu des actions préparatoires, dont en fait l'initiative PrepSoil, Donation, qui sont là, et qui vont permettre en fait de préparer tout le terrain pour pouvoir développer et accueillir ces laboratoires vivants. Ensuite, il y a une phase de sélection des premiers laboratoires vivants et c'est l'appel d'offres en fait sur lequel l'appel à projet sur lequel on va discuter. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est prévue pour l'expansion des laboratoires vivants de manière à progressivement aller jusqu'aux 100 laboratoires vivants. Et après, il y a une troisième phase, donc à partir de 2027, qui vise à faire en sorte que des initiatives, et encore plus que des initiatives qui peuvent être localisées, s'étendent de manière encore plus forte. Donc tout ça est progressif, puisque tout le monde veut aussi apprendre en même temps que les orientations sont traduites. Ça va? Oui, non, parce que je pense que les diapos ne défilent pas. Bah oui, c'est ce que je me disais. Est-ce que c'est celle-là que... Ouais, c'est celle-ci que je présente. C'est bien celle-là qu'il voit là. OK. Parce que juste, il y a une qui a été sautée avant. Oui, c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. J'en saute. Voilà, donc ça vous permet de situer en fait les actions et les projets dont on a déjà parlé qui visent à vraiment préparer le terrain et à préparer aussi le soutien du développement de ces laboratoires vivants. Les premiers laboratoires vivants dans les premiers appels d'offres, pas très nombreux, mais sur lesquels en fait ça va être aussi un véritable travail de prototypage, une deuxième phase d'expansion et une troisième phase de déploiement. Et donc, du coup, derrière, l'idée, c'est de mettre en place véritablement un réseau des laboratoires vivants et des phares, et sur lequel, en fait, il y a eu un appel aussi à projet pour pouvoir voir comment ce réseau pourrait s'organiser, et pourrait s'organiser au niveau de la commission. Alors, je viens sur les... Alors, j'en passe une et je passe celle d'après. Elle ne bouge pas, les diapos. Enfin, ici, tout au long. Alors, si je fais ça, ça bouge, je crois. Non. Ben non, ça bouge pas. Non, je ne sais pas. Si je fais ça, ça bouge pas non plus. Si je fais ça, ça bouge pas. Si je fais ça. Ah, parce que là, c'est pas ce qui est, c'est pas ça qui est affiché, je crois. Il doit y avoir autre chose qui est affiché. Parce que là, eux, ce qu'ils voient, c'est ça. C'est bizarre, ça, c'est où ça? Donc, juste pour, parce que je veux utiliser tout mon temps. Bien sûr. Là, ce dont on va parler, en fait, c'est les deux appels. Celui qui vise, enfin, les deux appels qui s'intéressent au laboratoire vivant. Donc, celui sur la culture carbone, qui s'adresse au laboratoire vivant, et celui sur le développement des premiers laboratoires vivants pour la survie des sols. Ça marche pas. Sinon, il faudra rester là-dessus et éventuellement enlever ça, fermer la fenêtre là pour que ça agrandisse un peu la diapo. Et puis se mettre en... Mais c'est pas la diapo qui est passée, en fait. Maintenant, je pense que oui, mais sinon, habituellement, dans le mode présentateur de PowerPoint, il faut dupliquer l'écran. Bon, sinon, tant pis, la fixe en petit, et puis c'est pas grave, parce que... Et aller dans le mode présentateur de... Ouais. Et dupliquer l'écran.
Ah, ça, je me souviens. Donc, qu'est-ce que c'est que ces laboratoires vivants? Je continue. C'est très simple à garder en tête. C'est des dispositifs d'innovation ouverte qui fonctionnent sur 3 principes. C'est simple, mais c'est assez exigeant. La co-création avec les usagers en conditions réelles. Co-création avec les usagers en conditions réelles. Simple à dire, c'est des dispositifs d'ouverture et d'amélioration continue à maintenir. Et ça change totalement, en fait, la manière de travailler, puisqu'en fait, on va aller construire les formes d'innovation ou les expérimentations qu'on va aller implémenter. Donc, c'est pas grave. Ces laboratoires vivants, en fait, ont été développés de longue date. On a une longue expérience, en fait, de ce que sont ces laboratoires vivants, puisqu'ils sont apparus dans les années 2000 pour pouvoir développer des technologies de l'information et de la communication pour lesquelles, en fait, on mettait l'usager au cœur de manière à ce que ça lui serve directement. C'est bon, c'est bon. Et à faire, en fait, et à faire des innovations qui soient les plus finalement efficaces possibles. Mais les principes de travail étaient tellement intéressants que progressivement, ils sont passés dans d'autres secteurs. En particulier, ils sont passés dans le secteur de la santé pour pouvoir développer toute la e-santé. Ensuite, ils sont passés dans le secteur et la manière de travailler de ces dispositifs est passée dans le secteur rural, en particulier est soutenu par la Commission européenne qui avait vu en fait ces dispositifs comme permettant de développer des nouvelles ruralités. Ensuite, ils sont passés aussi dans le secteur de la culture et du développement en fait de campus beaucoup plus ouverts pour pouvoir ouvrir la culture et développer en fait la considération de l'usager dans les propositions culturelles, dans les villes, pour pouvoir augmenter la résilience des villes. Et tous répondent en fait aux mêmes 3 principes. Sauf que ces 3 principes sont interprétés de manière totalement différenciée pour pouvoir être et correspondre aux particularités des acteurs, du contexte et des types d'activités qu'ils doivent développer. Donc, ce qui caractérise ces laboratoires vivants, c'est ces 3 principes. Et ensuite, c'est leur manière de les opérationnaliser. Dans les laboratoires vivants, le premier critère d'engagement, la première valeur d'engagement, c'est l'objectif. Les gens se mettent autour de la table pour un objectif commun. Et c'est cet objectif qui est déterminant pour pouvoir y travailler. Ensuite, en termes d'activité, c'est le fait de savoir co-concevoir, de développer des capacités de co-conception, mais aussi par cette co-conception de renforcer les capacités des acteurs de manière à opérer les changements. Troisièmement, c'est les types de participants qu'on met autour de la table. Suivant les types de participants, le mode de fonctionnement du laboratoire vivant pourra être un peu différent. Évidemment, pourra être différent. En tous les cas, il faudra orchestrer. Et comme les participants doivent inclure les usagers, vous imaginez qu'en fait, on doit se poser la question toujours de finalement quel va être l'usage et l'innovation que je vais avoir et comment je le mets autour de la table pour pouvoir la construire avec lui. Donc, les types de participants sont essentiels. Et derrière, le contexte et l'analyse du contexte dans lequel le laboratoire va se positionner, puisque je vous rappelle qu'ils sont situés, est essentiel. Et donc, ces 4 critères sont des critères de distinction des laboratoires vivants et de caractérisation de leur activité qui permettent en fait d'aller et de passer à travers tous les secteurs pour pouvoir voir ce que les uns et les autres ont de caractéristiques et ce que les uns et les autres peuvent apporter. Je rappelle, l'objectif, les partenaires, les types d'activités dans lesquelles de toute façon il y a obligatoirement la co-conception, l'expérimentation et le renforcement des compétences, et le contexte qui est situé. Et donc tenir compte des éléments du contexte permet en fait d'avoir aussi des formes d'expérimentation qui sont différentes. Donc voilà, vous savez tout sur les laboratoires vivants. Et vous le retrouverez dans les diapositives. Donc certes, il en existe déjà dans différents secteurs, et certes, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur eux pour pouvoir développer sur la suite. Mais tout n'est pas laboratoire vivant. C'est très exigeant de co-concevoir. C'est très exigeant de mettre les partenaires autour de la table. C'est un investissement en temps, c'est un investissement en confiance, et c'est une autre manière en fait de procéder. Et c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui permet d'entraîner aussi les changements.
J'ai mis ici dans les diapositives, en fait, des résultats des travaux que nous avons faits, en particulier dans PrepSoil, en nous disant, mais finalement, par rapport à l'existant et ceux qui se sont déjà engagés dans les transitions, quel va être le supplément d'âme, quelles vont être les orientations qu'il va falloir faire porter pour qu'en fait, ils puissent correspondre aux orientations qui sont proposées pour améliorer la santé des sols. Vous les trouverez ici, on pourra les commenter un peu, c'est en anglais, je vous prie de m'en excuser, mais ici, en fait, vous trouvez les grands éléments d'activité sur lesquels il est intéressant de porter des actions pour engager les transitions. Et ici, avec le tiret sur la droite, et ici avec le tiret sur la gauche, la manière dont on doit les orienter, enfin ici avec le tiret sur la droite aussi, pardon, la manière dont on doit les orienter pour pouvoir répondre aux orientations qui sont posées ou aux objectifs qui sont posés pour améliorer la santé des sols. On pourra le discuter plus avant, mais ça peut faire partie d'un autre moment. Derrière, j'ai aussi spécifié les résultats des... Et ici, en fait, sur la gauche, vous avez ici, alors sur la droite, vous avez les types d'activités qu'on doit trouver sur le terrain. Et sur la gauche, vous avez la manière de pouvoir les engager pour accélérer les transitions. Vous verrez que la co-conception est essentielle là-dedans. Et en fait, j'ai positionné après sur la gauche les grandes caractéristiques des laboratoires vivants qui, justement, doivent permettre d'accélérer cette transition parce qu'en fait, ils permettent d'avoir des actions et des activités au sein d'un groupe multipartenaire pour pouvoir engager l'accélération de ces transitions de manière cohérente. Et donc, on pourra en discuter plus avant si ça vous intéresse. Et derrière, en fait, et là, c'est en anglais à nouveau, je vous prie de m'en excuser, mais si ça vous intéresse, je le traduirai évidemment en français. C'est concernant les différentes caractéristiques que je vous ai données des laboratoires vivants, donc les objectifs, le contexte, les types de participants et les activités. Quels sont les objectifs, les activités, les types de participants et les éléments du contexte qui vont être significatifs pour engager les transformations en termes d'amélioration de santé des sols. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été travaillés dans PrepSol et qui sont importants. Dernière diapositive, parce que je pense que mon temps est écoulé. Dites-moi. Non. Oh, ben ça va. Alors, les dernières diapositives vont se focaliser sur, finalement, quelle est la traduction de ce que peuvent apporter les laboratoires vivants par la Commission européenne pour pouvoir engager les transformations en termes de santé des sols et qu'est-ce qu'elle définit comme laboratoire vivant pour la santé des sols, puisque son objectif, c'est vraiment d'engager ces transformations-là. Et donc, on va passer un peu en revue ce qui est dit ici, qui est des critères spécifiques ont été développés pour que les laboratoires vivants conçus pour la mission aient des approches communes et que les données et les expériences soient compatibles. On va approfondir là-dessus pour voir un peu ce qu'attend la Commission européenne. Donc, je rappelle les particularités. Je pense que maintenant que je vous ai donné un peu ce que sont les grands types d'activités, ce qu'on peut attendre des laboratoires vivants, vous allez les identifier en fait ce qui fait la particularité dans l'appel à projet. Chaque laboratoire vivant, ça c'est la demande de la Commission, chaque laboratoire vivant est composé de plusieurs sites. Plusieurs exploitations, des parcs, ça peut être plusieurs sites sur une région, mais c'est composé de plusieurs sites. Et donc, du coup, c'est plutôt intéressant de savoir comment fonctionnent les laboratoires vivants parce que ça permet en fait de faire aussi des liens entre les différentes entités qui vont composer la grosse entité laboratoire vivant telle que l'imagine la Commission européenne. Deuxième élément de l'appel à projet, le nombre de sites va dépendre du contexte des laboratoires vivants, donc 10 ou moins, mais tout ça va être orienté par le contexte et surtout orienté par leur objectif. Le nombre doit être suffisant pour permettre la réplication des actions, l'échange de bonnes pratiques et la validation des méthodologies et la fertilisation croisée. Donc, en disant ça, la Commission a pris acte que le développement de ce genre de dispositif qu'on appelle laboratoire vivant comme dispositif d'innovation ouverte est situé, mais que d'emblée d'entrée, dans les laboratoires vivants qu'elle veut soutenir pour la santé des sols, il faut que les différentes entités, même si elles sont situées, elles arrivent à développer une capacité à échanger. Et si elles arrivent à développer une capacité à échanger entre elles, elles arrivent aussi à développer des capacités à échanger à un plus grand niveau et entre différents pays. Là-dedans, les phares sont des sites individuels qui peuvent être compris parmi les différentes entités qui vont composer le laboratoire vivant. Donc, c'est ce qui est visionné ici.
vous avez des phares à l'intérieur de ces entités, soit à l'extérieur. Mais en tous les cas, ce qui est essentiel, c'est qu'ils soient exemplaires en termes d'amélioration de la santé des sols, qui présentent des bonnes pratiques, qui les mettent en scène, mais aussi qu'ils s'intéressent à la formation et la communication pour pouvoir remplir en fait les grands objectifs d'amélioration de la connaissance de ce qu'est la santé des sols. Ensuite, le réseau qui doit être composé en fait des différentes entités, il doit être transnational. Donc, chaque projet doit regrouper 4 à 5 laboratoires vivants tels que définis par la Commission européenne, donc une coalition d'entités individuelles situées, mais sur au moins 3 États membres et ou pays associés. Doit être construit pour répondre à au moins un des 8 objectifs spécifiques de la mission, donc le rappel du cadre général. Réaliser des recherches innovantes avec les usagers finaux et impliquant tous les acteurs, c'est là où vous revoyez les principes aussi classiques des laboratoires vivants, et impliquer différents types d'acteurs, et pour ce faire, tirer profit des différents modes de participation possibles avec Horizon Europe, qui a ouvert la possibilité de financer des participants tiers. Puisqu'en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des participants nouveaux parmi ces projets européens. Et ce qui est indiqué aussi, c'est de pouvoir tirer bénéfice et de capitaliser sur les projets en cours pour préparer et soutenir le développement. Donc, type PrepSol, Deep Nations, et la structure support qui va être consolidée pour pouvoir travailler au réseau pan-européen, je dirais, des laboratoires vivants pour la santé des sols. Donc, les exigences sont là. Pour pouvoir vraiment renforcer la manière de travailler pour la santé des sols collectivement, même si les entités existent déjà. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc, du coup, c'est là que je voulais insister, c'est-à-dire que l'appel à projet a été publié en janvier. Il ferme le 20 septembre à 17 h, on l'a dit. Tout ce temps est assez inhabituel, mais il a été vraiment ouvert pour que les uns et les autres puissent composer leurs propositions. Et donc, les premières propositions, en fait, le budget qui a été alloué, alors hop là, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'avais mis quelque part, et là, vise en fait à sélectionner 3 projets pour les nouveaux laboratoires vivants pour la santé des sols, un pour la culture du carbone. Donc un nombre finalement pas très important, mais un nombre, mais des laboratoires vivants, des initiatives qui vont être très suivies, très accompagnées, puisqu'elles vont aussi faire de lance, elles vont aussi prototyper pour la suite. Et donc toute l'organisation que l'on a là, toute l'organisation qui est déjà en place, pourrait être totalement mise en valeur aussi si s'il y a une fédération pour pouvoir proposer un projet. Donc, j'ai osé faire quelques petites recommandations. Elles ne me concernent que moi, elles n'engagent que moi, mais j'ai cherché en fait à regrouper un peu tous les éléments de connaissance que j'avais. Donc, voilà, c'est que moi, hein, voilà, donc j'y vais. Donc, pour moi, les premiers laboratoires vivants vont être particulièrement suivis, alors ceux pour la suite aussi, mais en fait, il va y avoir une contribution des uns et des autres à ce prototypage, à ces prototypages. Tout s'organise autour de l'objectif. L'objectif général est essentiel pour pouvoir fédérer, pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir se dire, mais finalement, on a envie de faire ce genre de dispositif un peu complexe. Les réseaux de confiance, on en a déjà parlé, les réseaux de confiance existants sont vraiment de bons points de départ. Mais il y a vraiment un supplément à aller travailler autour de la santé des sols qui est essentiel. Là-dedans, et en fait, ne pas négliger le temps et l'investissement dans la forme de co-conception. Ça demande toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est bien d'avoir une méthodologie. C'est intéressant d'avoir une méthodologie pour co-concevoir. Et si on met de la co-conception dès le début dans ce genre de projet, ça aide sur la suite, même s'il y a une forme d'exigence initiale. Les laboratoires existants peuvent être des atouts, mais se dire que rien n'est donné, parce que les caractéristiques de ces laboratoires qui vont être après sélectionnés par la Commission européenne selon ses définitions, enfin par la structure d'évaluation, hein, selon ses définitions, eh bien, seront guidés par l'objectif. Et les objectifs d'amélioration de la santé des sols sont bien souvent, on le connaît, dans les laboratoires vivants que l'on connaît et ceux que l'on va vouloir aussi réinscrire sur la carte,
supplémentaires. Les laboratoires vivants dessinés pour améliorer la santé des sols sont pour l'instant assez rares. Ils sont supplémentaires dans les laboratoires vivants qu'on connaît sur les villes, qu'on connaît dans les industries, qu'on connaît pour les agroécosystèmes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce supplément-là qui est intéressant. Et donc, du coup, s'informer et se former est extrêmement important. Et le programme Nations qui va être présenté sur la suite vise vraiment à ça, vise à organiser localement, enfin dans chaque pays membre, des sessions et des sessions aussi de formation à ce que sont les laboratoires vivants, à ce que sont ces principes-là, à ce que cela demande. Et c'est vraiment, je pense, extrêmement intéressant de pouvoir le partager, d'y aller et de se dire, tiens, ça peut être un moment de co-conception intéressant que je transformerai sur la suite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Muriel. On a un petit peu de temps pour prendre des questions. Antoine. Question du chat que je trouve très pertinente. Il y a toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu vague ce que la mission entend par région. Est-ce que ça signifie région administrative? Est-ce que ça peut être par exemple le bassin versant d'une rivière? Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à dire qu'un pays entier peut être une région avec des labs? Voilà. Alors, j'aurais du mal à dire qu'un pays entier peut être une région avec les Living Labs. Je vais me remettre en fait un peu dans la considération de ce qui peut être réalisé à l'échelle des laboratoires vivants pour redonner les éléments de région. Je sais que dans tous les projets qui ont été validés, là, dans les appels à projets qu'a rappelé Christophe, il y a des régions cibles sur lesquelles il va y avoir en fait aussi des travaux expérimentaux, des travaux cibles. Et la structure de ces régions est très différente aussi d'un projet à l'autre. Donc, je pense que dans les types de régions qui sont analysées, qui vont être analysées dans les projets préparatoires, la structure va être très différente. Ce qui compte, je pense, c'est l'engagement des parties prenantes. Et dans les régions, on entend en fait celles et ceux qui gèrent des dispositifs communs, des dispositifs aussi de l'État. Ça peut être des municipalités. Et je pense dans les régions que Prepsol aussi va aller travailler, on a des considérations très différentes. À Bordeaux, tout le travail et le développement aussi des laboratoires vivants a été soutenu par la région en tant que telle. Dans le Lot-et-Garonne, ça va être plutôt un travail autour des municipalités aussi. Et donc, je dirais, c'est plutôt les parties prenantes qui peuvent être autour de la table pour engager ces changements-là et être vraiment eux aussi co-concepteurs des évolutions, parce que ça, ce serait essentiel. Donc, je réponds pas de manière, je réponds de manière très contextuelle et je pense que c'est ça qui fera la différence. Il y a une personne en ligne qui voulait peut-être prendre la parole aussi. Je ne sais pas si on l'entendra, mais on peut essayer. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Allez-y, parlez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, je suis Laurent Augier, je suis directeur d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Agri Sud-Ouest Innovation dans le sud-ouest de la France. Ma question, c'est pas facile de la poser à l'oral. Au vu de votre présentation, j'ai l'impression que la capacité à proposer en tout cas la liberté de faire des propositions en termes de méthodologie d'animation des Living Labs est assez restreinte par rapport à des projets européens où souvent finalement on va dire la commission aime bien qu'il y ait des propositions qui sortent un petit peu, on va dire, de la routine classique des projets qu'ils ont d'habitude. Là, je comprends que voilà, on attend quand même des objets assez précis et du coup, effectivement, cette liberté de proposition de méthodologie est assez restreinte. Est-ce que vous confirmez ça ou pas? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je pense que la méthodologie d'animation de ces dispositifs tels qu'ils sont vus, avec 5 entités qui se fédèrent dans ce qu'elles appellent un laboratoire vivant. Donc, c'est presque parfois, on a des exemples d'archipels de laboratoires vivants dans les différents territoires d'innovation. Donc, c'est presque un peu ce type-là. Et là, pour le coup, je pense qu'en termes d'animation, il est important de pouvoir la constituer et la consolider en fonction de celles et ceux qui s'engagent là-dedans. Donc, du coup, je crois qu'il y a vraiment à travailler sur cette animation et que cette animation, elle peut être tout à fait, et elle doit être tout à fait innovante au contraire. Après, sur les entités, si on veut, je pense que c'est intéressant de travailler sur des réseaux de confiance qu'on élargit.
Parce que de toute façon, les laboratoires vivants, quand on regarde, ils ne partent jamais de rien. Ils partent aussi de ces réseaux de confiance. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour avoir quelque chose de significatif sur la santé des sols? Comment on les anime et finalement, quel autre type de partie prenante? Et comment ces entités vont aussi pouvoir se mettre en réseau et après se mettre en réseau entre différents pays européens? Moi, je pense que ça constitue un véritable bel enjeu en termes de nouvelles propositions et d'innovation. Merci beaucoup. Je la répéterai dans le micro pour les personnes qui sont à distance. La problématique environnementale, écologique et de dépollution des sols. Quelle peut être la place des agences qui sont des agences nationales qui sont dédiées en fait aux problématiques de dépollution des sols et d'amélioration de la qualité des sols? Elle est essentielle, mais elle est essentielle. Il va falloir trouver la possibilité en fait de travailler localement et de renforcer le rôle national et inversement. Et savoir travailler ces changements d'échelle, je pense, sont essentiels pour engager les transitions. Mais de la même manière, il y a je pense, un investissement dans la manière d'y travailler, dans la méthodologie de travail qui est à réaliser. Donc, elles ont une place essentielle. Et elles ont une place essentielle parmi l'ensemble des acteurs qui vont aussi contribuer à ce qui va se passer localement ou ce qui va contribuer à ce qui va se passer dans la fédération des acteurs. On voit que les places peuvent être très différenciées, mais toutes ces connaissances-là et ces capacités, en fait, aussi à fédérer les acteurs qu'ont les agences sont, je crois, essentielles. Oui, on a encore 5 bonnes minutes. C'est pas une question. Je répéterai la proposition des frais. C'est juste une information d'échange parce que dans le cadre du plan exploratoire, solutions fondées sur la nature, on a un projet ciblé qui va être, que vous devez connaître puisque l'INRAE écoute mais on a donc prévu des projets ciblés sur la création des villas. Donc évidemment, ils ne sont pas tous de la santé des sols, peut-être que certains oui. Mais en tout cas, ce serait très intéressant de faire un échange d'expérience sur les villas qui correspondent à des caractéristiques que nous avons développées. Absolument. Donc, la remarque était de dire que dans le cadre du PEPR, solution basée sur nature-based solution, solution basée sur la nature, il y a en fait pour objectif de développer des laboratoires vivants et qu'en tous les cas, cette expérience et ces expériences de développement sont tout à fait intéressantes à partager avec l'ensemble des communautés. Il y a aussi la même chose qui se passe dans le cadre de tous les nouveaux partenariats qui sont en train d'être consolidés pour la transition agroécologique, pour l'alimentation durable, mettre aussi au cœur les laboratoires vivants. Donc, s'emparer de ce qui peuvent nous permettre, avec leurs exigences, est extrêmement intéressant aujourd'hui. Enfin, bon, tout le monde me dit que à la mission, ils me disent you're the nurse of the living labs. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai pour un certain nombre de raisons et je trouve que c'est vraiment des dispositifs, si on les réduit pas, parce qu'en fait, il faut les laisser aussi opérer, vivre, c'est vivant, eh bien, peuvent nous permettre réellement de travailler et de nous attaquer à ces changements de paradigme qui sont essentiels pour la transition à tous les niveaux. Une question dans le chat, mais en fait, c'est presque toi, l'intervenant précédent, la personne qui a pris sa question précédemment. La personne de Nations qui demande juste, c'est quoi votre structure? ADEP. Oui, pardon. Je ne l'avais pas dit, mais j'avais ciblé. Encore une question? Il y en a dans le chat? Il n'y a plus de questions? Non, merci en tous les cas. Un grand merci Muriel, c'était, je pense, très très intéressant. Donc à présent, on va donner la parole donc à Irène du projet Nations et elle est en ligne. Et oui, ouais, c'est ce que je vais faire.
C'est bon. Voilà, on arrête le partage. Voilà. Voilà, Irène, tu peux partager ton écran en appuyant ici sur partager. Ça marche. Voilà, Mais c'est vous aussi, voyez, Oui, c'est aussi en mode présentateur, là. ouais, d'accord. À l'instant. Alors, en fait, là, il est au maximum. ouais, il est au maximum le son, ouais. Sinon, on a ces slides sur le PDF ou pas? Non, Amel, ça peut envoyer. Ah, parfait. C'est bon? C'est Ouais, c'est bon. bon. Très bien. Ok, bon. Merci beaucoup. Vous vous entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Ça va. Ça va bien, peut-être Mais pas, c'est mais vrai on que c'est dans entend. la salle, On c'est pas- entend. Je peux parler plus fort. Oui. Ouais. Je suis espagnole, je pense que j'aurai pas de problème de parler un peu plus fort. Ok, d'accord. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour avoir permis que Nations puisse présenter les projets dans le cadre de votre événement qui était déjà prévu. Nous allons essayer je vais essayer de présenter très brièvement qu'est-ce que Nations a proposé. Mais avant, je voulais dire deux choses. La première, euh, je vous demande de la patience si mes phrases, mon français n'est pas parfaite, car je sais que les Français, vous êtes assez exigeants. Je vis à Bruxelles et ici, on a une manière de parler peut-être plus. Euh, Enfin, tous les accents sont. On les accepte et bon, chaque fois que je parle avec des Français, je sais que vous êtes plus exigeante. Donc après, pendant le temps des questions, vous me ferez, si j'ai quelque chose à éclaircir, avec plaisir. Puis deuxièmement, ça va être moi qui va faire la présentation, mais la personne qui est derrière et qui est en charge des Nations, c'est Concha. Son email va être affiché plus tard et elle sera très contente de répondre aussi et puis de faciliter la, toutes les pétitions que les Français auront par rapport à ces outils que Nations vous propose. Alors, next. Je suis un peu perdue parce que je me vois, mais je ne vois plus ma présentation. Voilà. En tout Bon. cas, le français est parfait, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, maintenant, vous allez voir. Vous voyez? Non, on ne voit plus la présentation. C'est ça que... Il Désolée. faut, Hein. il faut appuyer sur partager. Non, mais c'est... Ah, j'ai arrêté de partager sans Oui, vouloir. je Pardon. crois, oui. Sans faire exprès. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas en mode, plein écran. On a les petites. Ah oui, là c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, alors, je peux passer directement dans la présentation, dans la slide suivante. Alors, comme vous pouvez voir, Nations, c'est un projet financé dans le cadre d'Horizon Europe, dans la mission du sol. C'est la continuation qui a été décidée par les coordinateurs des PrepSoil de mettre en place. PrepSoil, c'est le projet que Acta Flavion a décrit tout à l'heure. Mais pas tous les partenaires sont les mêmes, mais les principes restent les mêmes. Ce sont des partenaires qui vont essayer de réunir la plupart d'acteurs, comment dans la même mentalité que la plupart des projets d'Horizon Europe, mais aussi dans la mentalité des laboratoires vivants.
Alors, par exemple, ma fondation fonde des titres PCTEX, juste pour que vous compreniez aussi quel est l'essence pour qu'ils soient membres. Nous sommes une agence d'innovation, mais qu'en même temps, on fait partie d'un réseau des régions pour l'innovation de l'agriculture et la sylviculture et au niveau européen. Donc, on va réunir un nombre de 80 régions de manière informelle. On se rassemble autour de différentes questions qui sont liées à cette transférence, à ce transfert des connaissances de l'agriculture, de la sylviculture, pardon, des centres de recherche aux acteurs dans les territoires. Donc, nous, on va principalement essayer de faciliter ce déploiement des outils des Nations. Alors, donc les objectifs principaux, c'est d'atteindre et de préparer les acteurs régionaux pour appliquer, pour se postuler et pour présenter des laboratoires vivants. Et puis aussi, l'objectif plus grand, ça va être de faciliter aussi les déploiements d'admission des sols. La plupart des acteurs qui sont identifiés aujourd'hui, qui vont être naturellement plus enclins à faire partie des laboratoires vivants, c'est les acteurs dans le monde de l'agriculture et dans l'agroécologie. Mais la mission du sol veut travailler comme tous les présentateurs et toutes les présentations qui ont été faites avant moi. On va essayer de cibler les types de sols qui sont plus larges, plus vastes, car tous les défis, tous les objectifs que les plans d'implémentation des missions du sol essayent de cibler se base sur le sol agricole, sur les sols, enfin, dans le sol agricole, dans les monts rural, mais aussi urbain. Mais on va aussi partir de la base, enfin, on va partir aussi sur la pollution des sols industriels, la combinaison des sols industriels dans les monts rural, dans les monts urbains, l'érosion des sols dans différents types d'usages. Donc, on va partir tout le temps à deux niveaux. C'est ces objectifs que la mission, les plans de la mission veut aborder, mais en même temps dans des différents usages qu'aujourd'hui on donne au sol. Il y a quand même, comme on a dit, les présentations précédentes, les sols invisibles, en même temps tellement présents dans toutes les activités des quotidiennes qui nous donnent tellement des produits. Alors, et donc, ça, c'est un petit aperçu aussi pour que vous compreniez à quoi, qu'est-ce qui, Nations, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est les objectifs, enfin, quelles sont les fonctions qu'il y a Nations pour le sage de la communauté française qui est intéressée sur les laboratoires vivants. Donc ici, un petit résumé. Donc on va faire des événements nationaux, aussi des événements plus thématiques qui vont aborder pas seulement voir quels sont les enjeux de santé du sol, mais aussi voir comment on peut proposer des nouveaux business models pour que ça soit intéressant pour les utilisateurs du sol. Aussi, il y a ce qu'on appelle les gardiens du sol qui est très important et qui va faire, qui vont consister, enfin, il s'agit plutôt de personnes qui vont avoir cette mission de pouvoir être un intermédiaire. Merci Valérie, un intermédiaire, je le vois en anglais, un intermédiaire pour pouvoir pour faire les liens entre les utilisateurs et les scientifiques
et aussi les administrations et les citoyens. Et puis, il va y avoir aussi des matchmaking events, et puis un help desk que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça tout de suite. Alors, comment, comment Nations peut nous aider dans le processus de candidature? Alors, Nations fournit une structure qui organise diverses activités de participation et de formation pour soutenir les candidats aux appels d'offres des laboratoires vivants. Alors, cette diapositive énumère les différents types d'activités et les objectifs associés. Donc, on va avoir des événements d'engagement comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des autres que vous serez invités. Puis aussi, on va faire la mise en relation par rapport à cet intermédiaire de la plateforme B2B des Nations, qui faciliterait la création des liens entre tous les acteurs qui vont être naturellement appelés, enfin naturellement demandés, ou enfin qui vont avoir envie de participer dans les laboratoires. J'imagine dans tous ces participants, je vois qu'il y a quand même 70 personnes. Et donc, c'est déjà un bon signe. Donc, on se trouve avec énormément d'acteurs qui voient l'importance de faire partie de ces laboratoires vivants, mais on ne sait pas forcément comment y participer. Et du coup, la plateforme B2B va avoir cette fonction. Et puis après, les candidats qui vont avoir probablement besoin de conseils. Donc, on a normalement, on va utiliser plutôt les points de contact national, mais aussi il va y avoir des autres coachs qui vont pouvoir répondre à des questions plus précises euh, au niveau de la candidature. On va réaliser des fiches d'information spécifiques, plus succinctes, qui vont cibler dans des thématiques plus liées à des problèmes, à des questions plus liées, par exemple, comment on peut vraiment déployer un Living Lab au niveau urbain, quels sont les exemples déjà existants, et sur cette base, on va pouvoir regarder un peu plus en détail quels sont comment on va pouvoir aider. Et puis ces fiches vont être complémentées par une série de webinaires et qui vont renforcer ses capacités visant à approfondir certains sujets abordés dans les événements, lors de ces événements, ou à explorer certains points susceptibles de susciter des questions de la part des demandeurs qu'on a observés au long de tous les événements. Et puis, une activité de coaching par les biais des mentors qui soutiendra les candidats. Enfin, comme j'ai dit, voilà, des événements thématiques, des différents thèmes. Et je pense que je suis en train de répéter ce que je viens de dire. Alors, pour finir, la partie plus importante, c'est qu'aussi on va mettre à disposition, Concha va les mettre tout de suite dans le chat. Et après, je compte sur Valérie et Thomas pour les partager avec les différents participants. On va mettre en place un questionnaire qui est très court, mais qui va essayer justement de poser des questions pour le prochain événement et qu'on puisse vraiment faire des événements qui ciblent exactement les besoins de nos participants.
Et puis, on va essayer aussi de mettre en place une plateforme qui facilitera les créations, pas seulement des partenaires dans les laboratoires vivants sur place, donc au niveau régional et national, sinon aussi entre tous les Living Labs, de tous les laboratoires vivants des différentes régions au niveau européen. Puis dans les sessions d'accompagnement, dans les sessions d'accompagnement individuel, on va voir l'appui au niveau national d'Antoine et qui, si je ne me trompe pas, est aussi le point de contact national avec Valérie. C'est vrai, Valérie? Moi, je ne suis pas point de contact national. OK, beh, Antoine, c'est le cas, hein, c'est Oui, le point Antoine, de oui. contact national. Donc voilà, dans les cas particuliers de la France, ça va être la même personne. Donc c'est vraiment beaucoup mieux et plus pratique d'avoir cette facilité parce que lui, il va être en contact, il va être, va connaître, tous les vraiment besoins du territoire. Et puis ici, je vous laisse, les liens de la plateforme B2B et puis aussi vous pouvez vous inscrire, vous abonner sur le newsletter où toutes les activités aussi au niveau national vont être, affichées et ça serait tout de mon côté, enfin du côté des Nations. Je sais pas si on fait je sais pas quelle heure il est, Valérie, Il y a est-ce qu'on aura le temps pour des questions, tout de suite? On va le faire juste après Houmous? C'est comme vous voulez. est-ce que bon, je vais demander, est-ce que vous voulez poser maintenant quelques questions? Oui, Antoine. Ah oui, il faudrait parler des mentors, des tuteurs nationaux. Oui, alors les montants Alors, nationaux et donc c'est ce ici, que on j'ai dit en dans a la 2. présentation suivante, ça va être Antoine, hein? Ah non, on a Antoine arrive. Oui, je D'accord, m'excuse. merci Antoine, En fait, parce que on a eu des échanges avec d'autres partenaires de Nations pour les mentors qui vont également organiser un petit peu, qui vont participer aux activités de formation de Nations, etc. Moi, bien sûr, je suis toujours là pour transmettre les informations, accompagner, être en contact avec Nations, je peux transmettre les questions. Mais niveau technique, ceux qui connaissent bien les questions d'un point de vue français, on a Flavien Poinceau ici qui a fait une présentation tout à l'heure sur PrepSoil, qui sera aussi impliqué sur ces aspects-là, et Christophe Schwartz qui a également donné une présentation au début. Donc vous les avez tous vus. Ce seront eux les points de contact plus techniques, entre guillemets. Mais moi, bien entendu, je suis aussi disponible si vous avez des questions et pour transmettre les informations. Voilà. OK, du coup, je vais, si vous me le permettrez, je vais updater, actualiser cette présentation et je vais Ouais. mettre les contacts de Flavien et de l'autre présentateur, car j'étais un peu, merci beaucoup, Antoine, pour avoir, éclairci ça, car je n'avais pas ces infos. Pas de souci, je pense que c'est des choses qui se sont faites récemment et du coup, ça met du temps à mettre à jour. Mais de toute façon, je serai quand même un contact pour Nations, hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Après, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a dans tous ces projets, on se coordonne le maximum et on essaye de faciliter, à tous les acteurs, participer dans les laboratoires vivants, car ça paraît quand même assez très compliqué à mettre en place, autant d'acteurs et des co-design, comme on a dit la présentation, la présentateur, la présentatrice précédente. Mais on se trouve dans un moment vraiment idéal pour constituer des laboratoires vivants dans cette première appel d'offres, et aussi dans la deuxième, je crois. Et voilà, donc tout l'effort et toute la masse critique qu'on puisse aujourd'hui mettre tous en place, ça va être très utile pour les prochains pas aussi. Et voilà, donc une autre question ou je passe sur Houmous? Non, on peut parler de houmous. Alors, Merci. donc j'espère j'espère que quand tu as mis les questionnaires sur le chat, je peux pas les voir Oui, car oui. parfait. Et voilà, donc à tout le monde, j'insiste, n'hésitez pas à répondre et à mettre bien en avant quels sont vos intérêts et vos besoins,
car ce sera en fonction de ces réponses qu'on va pouvoir aussi dessiner les prochains pas des nations. C'est co-creation aussi pour ça. On va diffuser aussi le questionnaire au niveau national. Merci beaucoup, Valérie. Alors, donc, Humus. Humus, c'est un projet qui est un peu différent à tous les autres projets qui ont été financés par rapport à qui ont été financés jusque-là, jusqu'à aujourd'hui dans la mission des sols. C'est un projet que la base de la Commission européenne voulait accélérer la participation des régions et des municipalités, car normalement, en partant de ce que j'avais dit tout à l'heure, on va toujours penser par rapport à la santé des sols, on va penser plutôt dans des sols agricoles et des sols forestiers. Et après, on va parler des usagers de ces sols, ça soit de la production des bois ou des autres produits qui peuvent nous donner nos forêts, mais aussi dans la production des aliments. Et on oublie souvent. Ok. Il y a un écho, mais je pense que je peux continuer. Ok. Et du coup, quand on parle des acteurs, on va plutôt parler justement d'abord ces agriculteurs, on va parler après des consommateurs, on va parler des administrations nationales, on va parler beaucoup, oui, et on va parler beaucoup, on parle de plus en plus de comment inclure aussi, comment impliquer les citoyens, mais ce qui est clair, et d'après la Commission européenne, c'est aussi d'impliquer les régions et les municipalités pour des changements aussi dans la mentalité, dans des petits, dans tous les enfin, dans les territoires et partir de cette base aussi pour un changement plus direct et plus lié au niveau local. Et dans les laboratoires vivantes, on ne peut pas oublier aussi si certaines des aides, on va voir l'appui de la Commission européenne, en espérant aussi qu'on aura un appui, une combinaison sur les fonds de la CAP, les pactes d'agricoles communs, et voir comment on peut lier ça. Mais les régions, ils ont un rôle très important à jouer là-dedans, car les fonds structuraux, aujourd'hui, ce n'est pas encore conçu de cette manière-là. Mais ce qu'il va essayer Humus, c'est de voir au niveau régional comment on peut aussi ajuster la législation et l'implémentation au niveau plus local et régional. Alors, donc Humus, on a un groupe de 18 partenaires. Et je tiens à dire qu'on a 2 partenaires français qui sont très importants pour le développement du projet, dont BG Police et la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Ils sont deux partenaires qui ont énormément d'expérience dans l'implication d'un grand nombre de partenaires, des acteurs, qui ont été de beaucoup d'aide dans la conception du projet. Et je pense qu'ils sont en ligne. Et comme ça, vous savez qu'il y a déjà des partenaires français qui sont déjà très actifs dans cette mission. Alors, les coordinateurs, c'est Anti Toscana, c'est une entité municipale, des agrupations de municipes dans la région de Toscane en Italie. Ici, vous avez les contacts de manager et du coordinateur. Et puis, les objectifs qu'on a essayé, qui ont été choisis, c'est améliorer les connaissances de sol général dans la société en large, dans le sens large du terme, et puis aussi faciliter, comme je disais, le déploiement de la région, de la mission du sol au niveau régional et local. Et puis, une chose qui est très intéressante et qui est très importante, vous allez voir dans la diapositive suivante, c'est comment de construire ces capacités et ces capacités des connaissances pour même
membres, enfin pour le municipalité, pour les fonctionnaires publics, les postes publics, ces personnes qui travaillent tous les jours pour les municipalités, pour la région, et dont le thème de santé des sols les paraît très, très longtemps. Alors, très court, très bref, car je me mets à parler, après je vois que je n'arrive pas à m'arrêter. Et je vais aller directement dans la diapositive suivante. Ici, vous avez les premières, un aperçu très bref de ce que sont ces bases, ces objectifs du projet. Mais je vais aller directement dans la méthodologie. Je sais que ça se voit un peu petit, mais c'est pas grave. Je vais essayer vraiment dessiner très brièvement quelle est la carte. Et plus je vous mets après quelques dates pour que vous puissiez vous impliquer dans les projets, dans les phases suivantes. Et comme ça, vous pourrez aussi, au fur et à mesure, comprendre où vous pourrez vous impliquer directement. Alors, donc la première phase du projet, ça va être de 2023 et c'est plutôt on est plutôt engagé des scientifiques du sol, des membres qui ont une expertise. Il y a eu un problème? Ça s'est coupé? Il y a plus de partage. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Il faut réactiver le partage d'écran. Voilà, c'est bon. C'est ça, hein? Vous le voyez? Oui, En petit, oui. en plus petit. Juste la seule que je ne voulais pas que ça se voit en petit. OK. Opciones de présentation. Voilà, c'est bon? Oui, super, ça va, c'est bien. Ça se voit un peu petit, mais voilà. Donc, très brièvement, donc la première partie, ça va être plutôt mise en place par rapport à des experts dans l'assurance du sol, de la santé du sol. Ils vont essayer déjà, ils vont essayer de comprendre quels sont, en utilisant tous les outils que la Commission européenne, les JRC, PREP Soil et tous les autres projets de la mission des sols sont en train de mettre en place. Donc, on va essayer de réunir toutes ces informations et la rendre et la simplifier. La simplifier à un niveau que ça soit utilisé dans une formation dont je vais parler dans une minute. Donc déjà, on va essayer de simplifier toutes les données scientifiques sur le territoire clé européen. Puis, deuxièmement, on va essayer de créer une toolbox, donc des outils qui vont être utilisés aussi par les différentes parties du projet. Et qu'est-ce que sont ces outils? Ce sont des outils très simples pour analyser la santé de ton sol autour. C'est plutôt des exercices qui ont peut-être un sens limité, dans le sens que pour analyser la santé des sols, il faut vraiment des preuves plus précises et plus complexes, mais c'est une manière aussi de faire comprendre, de ramener des outils qui peuvent très vite montrer aux gens quelle sorte de sol ils ont. Et puis après, on va aussi faire quelque chose que je trouve super intéressant, c'est de comprendre quelles aides économiques existent déjà, sont déjà mises en place, quels exemples il y a dans des différentes régions et municipalités pour aborder et pour aider les changements de pratiques pour améliorer et pour réduire les risques dans les sols aujourd'hui, les risques que le sol fait face. Alors, la deuxième phase du projet, ça va être une, créer des tables rondes de débat entre différents acteurs. Donc, on a choisi un nombre de 12 territoires qui vont être les pilotes. Et ces pilotes vont identifier chacun d'eux, par exemple le Pays de la Loire, ça va être un, ils vont identifier quels agriculteurs, quels forestiers, quelle municipalité, quelle association de citoyens qui ont
un intérêt pour la protection des sols. Mais puis aussi les associations d'agriculteurs qui normalement vont être un peu sceptiques et vont être pas ouverts à la base à des changements, à une transformation vers des pratiques plus durables. Et on va mettre en place tous ces acteurs qui ont quelque chose à dire par rapport au sol. Et l'idée, c'est pas seulement qu'on explique quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, sinon aussi écouter, créer un débat, un dialogue suffisamment transparent et honnête, dont on comprenne pourquoi ils ne veulent pas transformer leur production à une manière plus durable et plus respectueuse avec les sols pour aboutir. Donc ça, c'est quand même assez, c'est un défi, mais on veut vraiment essayer avoir une approche qui soit le plus transdisciplinaire possible, chose qui est un défi en soi-même, et aussi qu'on puisse donner la voix à des personnes qui normalement ne se sont pas écoutées. À savoir les agriculteurs ça c'est un défi qui aujourd'hui vit l'Union européenne dans l'ensemble, c'est qu'il y a de plus en plus des associations d'agriculteurs qui ne se sont pas du tout inclus. Et voilà. Donc on va essayer de mettre en place ça. Et cette soil intelligence que vous voyez dans le groupe de travail groupe de travail numéro 1, c'est créer un training, un gardien du sol qui va former un facilitateur dans les municipalités, qui puisse vraiment faciliter, enfin qui puisse aider tous les acteurs à trouver des points communs. Chose qui, comme je suis en train de me répéter, mais vous savez, les practitioners, les personnes qui travaillent dans les territoires, c'est vraiment pas évident. Et puis, en même temps, cette training, cette formation va être à disposition de tous les acteurs qui travaillent dans la table ronde. Et quel est le but? Comment on veut aboutir ce débat? En écrivant un document qui peut devenir un décret municipal, une loi municipale ou pas, mais en tout cas un accord où tous les parts puissent dire jusqu'à où ils sont capables d'aller dans cette transformation du sol. Et même si c'est des petits engagements, mais qu'on puisse aboutir dans ça. Ça ne soit pas seulement voilà, des présentations et un débat, sinon que vraiment... Voilà, donc ça, c'est ce qui est innovateur et ce que la Commission aussi a beaucoup aimé. Et puis, Irène, il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis désolée. Oui, j'ai 3 minutes et c'est juste pour finir. Oh, bah, c'est bien. Et alors, la partie qui est plus intéressante pour les participants d'aujourd'hui, mis à part les trainings, c'est qu'on va avoir des appels d'offres pour des différentes municipalités et des régions pour qu'ils puissent intégrer cette méthodologie, ils puissent utiliser les trainings, mais aussi ils puissent se mettre à travers Il y a eu une présentation sur la charte des sols où les régions vont faire partie. Cet appel d'offres va être vraiment dessiné pour aider aux fonctionnaires et les entités publiques à mettre en place ces débats et ces discussions. Et voilà, désolée si j'étais un peu longue. C'est un projet qui vient de commencer et qui est très... d'un côté, c'est très simple, mais de l'autre côté, c'est assez complexe de mettre en place. Et je voulais quand même souligner la partie surtout du paquet de travail. Bon, merci beaucoup. C'était parfait, Irène. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Juste une dernière chose, désolée. Oui. Donc, il va y avoir un événement à Bruxelles le 18 avril quand ça va être présenté la charte. On va faire une présentation plus complète. On va mettre aussi les détails de l'appel d'offres, 18 avril. Et puis aussi en février, en novembre, il va y avoir les Soil Days sous la présidence du Conseil d'Espagne. Et on va faire 2 jours, on va avoir des brokerages
On va essayer de mettre en commun les municipalités qui ont déjà été intégrées. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à moi ou à Ana Laura. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions? Apparemment, non. Tout était clair. Merci. Non, pas du tout. Bon, Si, en tout si, cas, si, vous si. avez les contacts. Je serai très contente d'aider. Merci. Alors maintenant, on a une dernière présentation donc par Antoine. Et Antoine va présenter donc l'appel à projet sur les Living Labs. Alors, il faut que j'aille chercher la présentation. Oh, c'est bon. Ah, il faut juste. Ouais. Ah, c'est tout tourné. Allez, voilà, c'est bon, on est dessus. Merci encore, Irène, hein, pour l'intervention. C'était très, très utile et c'était parfait. Je vais juste faire une présentation rapide parce que je sais que tout le monde a faim et que tout le monde doit avoir hâte d'en finir. Même si c'est très intéressant et instructif. Voilà. Donc là, je vais juste rappeler très rapidement. De toute façon, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, ne pas hésiter à contacter le PCN parce que on a déjà fait des webinaires sur la mission Sol en janvier. C'est déjà disponible. Mais là, c'est juste un rappel, un petit focus sur les deux topics qui vont vous intéresser si vous voulez soumettre et créer des Living Labs dans le cadre de la mission Sol en 2023 en tout cas. Donc, pour rappel, depuis cette année, en fait, on a enfin des appels à projets concrets qui vont financer ces fameux Living Labs qui ont pour but de répondre à l'objectif de 100 Living Labs de la mission Sol. Jusque-là, c'était dans le cadre du programme de travail, on avait plutôt des appels qui visaient à mettre en place les concepts, les idées, des structures de soutien. Là, vraiment, on commence à financer des Living Labs de façon concrète et à partir de cette année, il y en aura tous les ans, normalement. Donc cette année, on a deux Living Labs qui sont deux topics qui vont permettre de financer des Living Labs. C'est les deux qui sont à l'écran. Donc l'appel Soil 0108 et l'appel Soil 0109. Donc, il y en a un qui est un petit peu plus généraliste et l'autre qui a un focus un petit peu plus ciblé sur une thématique particulière. Bon, ça avait déjà été dit précédemment. Là, je vous ai remis la date de soumission. C'est exactement les mêmes règles que pour Horizon Europe, pas d'exception. C'est des RIA, donc, qui dit RIA dit taux de financement de 100% pour tout type d'acteurs, y compris les entreprises. Et que dans tous les projets qui seront soumis dans le cadre de ces appels, il y a nécessité d'intégrer 4 à 5 Living Labs dans au moins 3 États membres ou pays associés différents. Là, juste pour donner un petit focus sur les deux appels, encore une fois, en termes de budget cette fois. Le premier, donc le Co-Creating Solutions for Soil Health in Living Labs, comme il est un petit peu plus généraliste, il y a plusieurs projets qui seront financés. On a un total de 36 millions d'euros pour l'appel, donc 3 projets à 12 millions d'euros qui seront financés. Et un deuxième topic qui, lui, se concentre plus sur le carbon farming. Et dans le cadre de celui-là, il y aura un seul projet financé à 12 millions d'euros. Là, j'ai repris ensuite les slides qu'on avait déjà présentés en janvier pour donner un petit peu plus de détails sur ce qui est attendu dans ces appels. Donc l'appel Soil 0108, comme je disais, il est un petit peu plus généraliste. Son but, c'est de mettre en place des laboratoires vivants qui ont pour but de co-créer et tester des solutions en lien avec la protection et la restauration des sols urbains et ruraux. Et ça va être vraiment l'occasion d'appliquer tout ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. L'idée, ça va être d'identifier des laboratoires vivants, d'identifier dans le cadre du projet des lighthouses, de mettre en place des activités de RI participatives, trouver des solutions pratiques, en réfléchissant également aux notions de mise à l'échelle, de transférabilité, développer des méthodologies, des références de base qui pourront être utilisées dans tous les Living Labs du projet. Donc celui-là, voilà, vous
pouvez choisir entre guillemets le focus que vous voulez pour le projet que vous allez soumettre. Par contre, donc le deuxième topic, comme je disais, il est un petit peu plus ciblé. Et là, vraiment, on a on se concentre un peu plus sur la fixation du carbone dans les sols, les notions de biomasse et de matière organique. Donc, ça va fonctionner encore une fois de la même façon. L'idée, c'est d'identifier 4 à 5 laboratoires vivants dans 3 États membres minimum et de mener encore une fois des activités de RI, d'identifier des living labs, d'identifier des lighthouses, des méthodologies, des références, mais avec un focus spécifique sur le carbone dans les sols. Voilà. Donc, moi, c'était juste ça, la présentation, pour rappeler un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir soumettre de façon concrète les projets. Et bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Enfin, bien entendu, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez soumettre, vous pouvez contacter le PCN Bio-Environnement et on pourra vous réorienter si besoin. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Ouais. Chacun, c'est par projet. Ouais. Qui paye? Qu'est-ce qui est payé? Qu'est-ce que ça couvre? Comment ça marche? Ben, c'est exactement comme pour tout le reste du cluster 6, c'est-à-dire que donc 12 millions d'euros, c'est pour l'ensemble du projet. Il faut garder en tête que sur ces 12 millions, il y a des coûts indirects qui sont calculés, 25% de coûts indirects qui sont calculés automatiquement sur toutes les dépenses du projet et qui seront incluses dedans. Donc, c'est pas 12 millions d'euros. Enfin, voilà, ça inclut une part de coûts indirects. Mais de façon générale, comme pour tous les projets Horizon Europe, ça va permettre de financer les activités, le temps passé, donc par les chercheurs ou par les personnes qui vont s'impliquer. Les salaires sont Oui, voilà, donc ce sera les personnes mois, le temps passé par des personnes doivent être déclarés et sont financés pour tout type d'acteur. Public. Et ça permet aussi de financer d'autres coûts directs, les déplacements, bien entendu, lorsqu'il y aura des réunions à l'étranger, des dépenses d'équipement, de matériel, etc., de consommables. Et donc, voilà, donc, sur le total des coûts directs, c'est-à-dire salaire plus autres dépenses qui seront identifiées, on applique par-dessus 25% qui sont ajoutés. Et ce total doit faire 12 millions d'euros. 100%. 100%. Ce qui n'est pas le cas sur... Non, c'est plutôt rare. Mais par contre, ce taux de financement de 100%, il est vrai pour les acteurs académiques, il est vrai pour tous les appels Horizon Europe, y compris mission. Et pour les acteurs privés, c'est vrai pour tout ce qui est CSA et RIA, Action de recherche et d'innovation. Et ça, comme c'est des RIA, ça rentre dans les règles standards et c'est financé à 100%. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de visibilité sur le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Oui, Non? Il n'y a pas de questions dans le chat? Eh ben, écoutez, en tout cas, s'il y a d'autres questions qui surgissent suite à nos interventions, n'hésitez pas à contacter Valérie, n'hésitez pas à nous contacter nous également dans le cadre du PCN. Si vous avez des questions plus directement par rapport à Prepsol, vous pouvez contacter Flavien. Si c'est des questions par rapport à Nations, vous pouvez me contacter moi et puis je vous redispatch. Enfin voilà, en tout cas, vous avez un bon nombre de contacts et vous avez normalement maintenant toutes les clés pour monter des Living Labs et soumettre des belles propositions. Et je tiens à remercier Valérie pour l'organisation et tous les intervenants qui ont donné des informations très, très précieuses. Un grand merci pour votre participation dans ce format hybride qui n'est pas toujours simple d'un point de vue technique, mais qui reste enrichissant. Merci bien, Antoine. Donc, un petit mot pour conclure. Un grand merci à tous les intervenants. Donc, les présentations étaient très, très intéressantes, très enrichissantes. On espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous êtes motivés pour déposer des projets sur les 2 missions reliées au cluster 6. Aussi, si vous êtes intéressé, adhérez donc aux 2 chartes et déposez aussi des actions. Si vous avez des questions, vous savez qui contacter. Vous allez recevoir toutes les présentations demain sans doute et l'enregistrement aussi. Donc, merci à tous les intervenants encore une fois. Merci aux participants. Et puis, bon appétit et à bientôt. Merci.
L'enregistrement.